Bonsoir à tous. J'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie après cette longue après-midi de conférence. Alors, comme il a été dit en introduction à ces conférences, depuis sa création en 2003, le Musée de l'Image a eu à cœur de montrer à quel point l'imagerie populaire ne saurait être envisagée comme une production à part, vivant en vase clos, mais au contraire comme une production qui s'est nourrie de multiples influences extérieures, qui étaient ouvertes à ce qui l'entourait. Elle a surtout énormément regardé et copié l'art savant des grands maîtres de la peinture. Donc mon intervention d'aujourd'hui va tenter de le prouver une fois de plus. Je vais vous montrer de quelle manière deux imagiers populaires du XVIIIe siècle se sont appropriés une gravure du Titien qui a été réalisée au début du XVIe siècle. Donc d'abord, je montrerai les différences qui font de ces images des œuvres uniques, des œuvres à part entière, s'éloignant du modèle original. Et ensuite, je montrerai, via ce jeu fascinant de copie et de circulation des œuvres, la pérennité assez extraordinaire de certains motifs qui ont réussi à traverser le temps et les siècles. Donc, j'ajoute que les œuvres dont je vais parler sont actuellement présentées dans l'exposition Triomphe au Musée de l'Image qui vient d'ouvrir. Commençons d'abord par regarder l'œuvre de Nicolas Delarmesin, qui est une taille douce qui a été réalisée à Paris au début du XVIIIe siècle. Alors, il faut savoir que seuls 7 exemplaires de cette gravure sont actuellement recensés dans le monde, ce qui fait de ces œuvres une véritable rareté. Le format est considérable, l'œuvre mesure 4,50 m, et je vous invite vivement à aller la voir sur place pour se rendre compte de ce format vraiment très impressionnant. Alors, globalement, la composition s'organise comme un triomphe romain. Donc les codes, un certain nombre de codes des triomphes romains ont été intégrés, se sont trouvés réappropriés, mais ils ont été adaptés à un contexte chrétien, puisqu'il s'agit ici de glorifier non pas un empereur romain, mais la figure du Christ. Alors, le cortège est organisé de façon chronologique, selon une logique très précise, où rien n'est laissé au hasard, et présente une assemblée des principaux personnages de l'histoire du christianisme. Donc, j'ai envie de dire que tout le monde ou presque est rassemblé. Pour occuper vos longues soirées d'hiver, je vous invite, si vous voulez réviser votre catéchisme, à venir au Musée de l'Image. Vous pourrez réviser tranquillement. Alors, en tête de cortège figurent les principaux personnages de l'Ancien Testament, de la Genèse, en commençant par le début, Adam et Ève, les principaux prophètes. Donc il faut se rendre compte en fait que les personnages qui ont été choisis pour figurer dans cette partie consacrée à l'Ancien Testament ont été choisis de façon très précise et selon une lecture qu'on appelle typologique, la lecture typologique consistant à trouver dans des épisodes de l'Ancien Testament des sortes de préfigurations des événements se déroulant au Nouveau Testament. Donc il y a eu énormément d'exégèse, d'études des principaux pères de l'Église afin de trouver ces connexions et trouver une justification à l'Ancien Testament. Derrière les principaux personnages de l'Ancien Testament figurent les Sibylles. Alors les Sibylles sont des femmes qui ont fait des prédictions pendant l'Antiquité, et notamment certaines annonçant la venue du Christ. En tout cas, c'est la lecture qui en a été faite. Au centre figure le Christ, juché sur un char, donc tel un empereur romain, et derrière lui prennent place les figures du Nouveau Testament. Alors, en premier lieu, donc on voit juste derrière, figurent les apôtres. Ils sont directement suivis des principaux martyrs, en tout cas des premiers martyrs de la chrétienté. Et enfin, en fin de cortège, les principaux fondateurs d'ordres monastiques. Donc on a véritablement une volonté de condenser en une image toutes les images, toutes les figures de la chrétienté. Donc, comme je l'ai dit, cette œuvre copie une gravure sur bois du Titien qui lui est antérieure de 200 ans. Donc, ce décalage temporel n'a rien de surprenant et est même très fréquent, puisque les œuvres d'art savant mettaient souvent beaucoup de temps à pénétrer les milieux populaires.
Alors, pour être plus précis, les bois originaux du Titien, qui ont été réalisés vers 1510 à Venise, se sont retrouvés dans les Flandres vers 1550 à Gand. Donc, on ne sait pas exactement comment ni pourquoi. Toujours est-il qu'un éditeur flamand a alors imprimé des feuilles à partir de ces bois et les a commercialisées. Il faut bien avoir à l'esprit qu'à cette époque, les gravures circulent énormément dans toute l'Europe et elles arrivent notamment à Paris, qui est une plaque tournante très importante à l'époque pour la diffusion des gravures. Donc, 150 ans plus tard, vers 1700, un exemplaire de cette image tombe entre les mains de l'Armeçin, qui décide de la copier. Donc, l'œuvre est vraiment très très grande, donc sur un format de 20 minutes, j'ai été obligée de resserrer sur certains éléments seulement. Je n'étudierai pas chaque partie. Donc, globalement, la composition est organisée de la même manière que celle du Titien, mis à part le fait que le sens de lecture, bien sûr, est inversé, étant donné que l'Armeçin a eu l'image sous les yeux, l'a gravée sur sa plaque de cuivre. Le phénomène d'impression, ensuite, fait que l'image se retrouve à l'envers. Donc là, on a deux images, finalement, qui se rencontrent. Évidemment, l'Armeçin appose son style personnel, ce qui d'emblée renouvelle considérablement l'œuvre. Donc les corps sont beaucoup moins robustes, plus élancés. La technique de la taille douce aussi participe de ce changement, de cette élégance nouvelle. Donc on quitte la période de la Renaissance avec des figures proposées par le Titien qui sont encore, je dirais presque encore maniéristes, très marquées par l'art assez fort et robuste de Michel-Ange, pour arriver à des figures plus élancées, plus grand siècle, XVIIe, si on peut employer cette expression. En plus de cela, il apporte de nombreuses modifications qui nous apportent des informations sur l'usage et le sens de cette œuvre nouvelle. Puisque c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir pourquoi une œuvre a été copiée et aussi quel usage a été fait de cette œuvre nouvelle. Alors d'abord, je le disais, l'œuvre de l'Armeçin est considérablement plus grande. Donc là, j'ai essayé à peu près de vous restituer l'échelle équivalente des deux œuvres. Elle mesure 4,50 m de long, quasiment le double de l'œuvre du Titien. Et cette taille immense est absolument exceptionnelle pour une gravure populaire. Il y a finalement assez peu d'exemplaires qui sont de ce type d'image monumentale qui sont encore conservés. Alors cette taille immense laisse supposer que cette image était installée dans une église. Beaucoup de ces images religieuses monumentales étaient effectivement utilisées dans des églises pour remplacer des tableaux d'autel, en réalité. Les tableaux d'autel étaient très chers et les églises les plus modestes ne pouvaient pas se permettre d'en acheter. Donc les gravures monumentales venaient pallier ce manque, venaient les remplacer. En plus de cela, l'Armeçin modifie énormément l'œuvre afin de la rendre plus pédagogique et plus accessible à un public populaire, puisque c'était réellement le public de destination de cette œuvre. Donc d'abord, l'œuvre, on le voit tout de suite, est fortement colorée, des coloris très vifs, très vivants, ce qui forcément va attirer l'œil, va permettre de séduire beaucoup plus facilement le fidèle que la gravure du Titien qui reste en noir et blanc et reste assez opaque et assez difficile d'accès. Ensuite, il ajoute beaucoup de textes. Il ajoute aussi beaucoup de noms. L'œuvre du Titien ne comporte que très peu de noms, ce qui laissait un champ assez grand, une marge de manœuvre assez grande pour l'Armeçin et pour désigner. Alors certains personnages, évidemment, ne pouvaient pas être nommés de n'importe quelle manière. Leur iconographie est tellement marquée que ça ne peut être que... Par exemple, là, on aperçoit... là, je ne sais pas si vous voyez, mais Saint-Sébastien... Bon, on voit clairement que c'est Saint-Sébastien. Mais l'Armeçin a aussi joué de certains flous laissés par le Titien, par ce manque de noms, certaines iconographies assez peu marquées, et du coup a recomposé son triomphe idéal, avec des choix de personnages personnels. On peut imaginer que le public de l'image du Titien était érudit, en tout cas avait des connaissances solides et était capable de reconnaître les personnages tout seul. Alors que chez l'Armeçin, au contraire, tous les personnages vraiment sont désignés pour faciliter une compréhension. Quelques attributs ont été ajoutés aussi pour faciliter l'identification des personnages.
Donc on peut le voir avec un maillet, avec l'épée de Saint Paul, qui ne figurait pas sur l'œuvre du Titien. Mais surtout, la signification et le message global de l'œuvre en fait, s'en trouvent modifiés. Chez Titien, il s'agissait de glorifier la foi, c'est-à-dire un concept, via un Christ qui est montré de façon très sévère, dans un profil strict, à la manière des empereurs romains. Chez l'Armeçin, au contraire, on va célébrer une figure plus humaine, un Christ qui se tourne vers le fidèle et esquisse un geste de bénédiction. Donc l'œuvre s'adapte donc là encore à un public plus populaire, avec un Christ plus humain, plus proche des gens. À partir de tous ces éléments, on peut donc imaginer que l'œuvre était utilisée comme un véritable support pédagogique, un outil pédagogique pour enseigner le catéchisme. D'autres modifications, des noms de saints évêques français sont ajoutés, donc ce qui n'est pas innocent, parce que l'Armeçin adapte son œuvre à un public local français, encore une fois, pour mieux séduire, mieux instruire, mieux apprendre, faire apprendre. L'Armeçin donc n'a pas copié bêtement l'œuvre du Titien, l'a adaptée à son époque, et notamment aussi en ce qui concerne les codes iconographiques des personnages. Et là, c'est assez intéressant de voir qu'il s'est adapté. L'iconographie n'est pas toujours immuable. Elle évolue avec le temps, avec les différentes directives qui sont données par les grandes instances religieuses. On peut penser notamment au Concile de Trente au XVIe siècle, qui a énormément renouvelé l'iconographie. Ici, par exemple, l'Armeçin change la croix de Saint-André. Elle devient une croix en X, et cette croix en X, en fait, est devenue l'attribut favori de Saint-André à partir du XVe et très fortement à partir du XVIIe. Cette croix a été choisie, en fait, pour marquer la différence avec d'autres crucifixions, telles que Saint-Pierre, qui avait été crucifié sur une croix latine. Elle était renversée, elle aussi, pour faire la différence avec la croix du Christ. Mais là, vraiment, on s'en éloigne, on veut marquer la différence. Un autre exemple, celui de... Donc, je m'arrêterai là pour l'iconographie, qui est celui de Saint François d'Assise. Alors, celui du Titien est représenté dans la continuité de l'iconographie que Giotto, en fait, avait mis en place, une iconographie qui avait été très marquante pour les artistes. Notamment, on peut penser au cycle que Giotto avait réalisé sur Saint François d'Assise à Florence. Donc l'Armeçin, lui, en homme de son temps, va se conformer au nouveau type iconographique en œuvre depuis le Concile de Trente que j'évoquais tout à l'heure. Là, je vous ai mis une œuvre de Zurbaran, mais j'aurais pu en trouver des tas d'autres. Le saint abandonne sa coupe tonsurée et adopte la barbe avec un regard extatique tourné vers le ciel, donc une attitude beaucoup plus pénétrée. Également aussi quelque chose qui est assez drôle et assez symptomatique aussi de l'imagerie populaire de manière générale, ce sont ces sortes de voiles de pudeur qui ont été apposées. Alors déjà, on peut expliquer ça par certains climats de décence qui régnaient à la fin du XVIIe siècle. Et de manière générale, on peut aussi remarquer que l'imagerie populaire déteste la nudité et la traque de toutes ses forces. Donc là, la belle Ève se voit revêtir, en tout cas sa poitrine est subtilement cachée par un pan de chevelure. Les fesses aussi sont quand même très couvertes. Et les feuilles de vigne ont pris une importance assez considérable. Et là, vraiment, là, je vous prends que quelques exemples, mais on peut noter ça en fait sur toute la frise. Par exemple, un des saints innocents, dont le sexe pouvait peut-être perturber les esprits, s'est vu revêtir. Alors, quelques décennies plus tard, donc je vais passer à une autre image, vers 1740, les frères Leblond, qui travaillent à Orléans, copient l'image de l'Armeçin. Le fait que des imagiers provinciaux copient des œuvres d'art savant par l'intermédiaire d'un modèle parisien, là en l'occurrence l'image de l'Armeçin, est un phénomène tout à fait courant. Les images populaires réalisées dans des ateliers parisiens se diffusaient dans les provinces, contrairement aux gravures savantes qui, elles, ne les atteignaient parfois jamais.
Donc Paris servait véritablement d'intermédiaire entre art savant et province. Les frères Leblond, ici d'ailleurs, ne savaient certainement pas qu'ils copiaient une œuvre du Titien. Donc ici, nous sommes aussi dans le cas d'une image destinée à un public populaire, même encore plus populaire. Donc les frères Leblond vont encore plus loin dans le caractère didactique en ajoutant des noms supplémentaires. Là, vraiment, il y a encore plus de noms. Tout est nommé, tout est désigné, pour ne vraiment laisser place à aucun doute. Ils vont aussi également plus loin dans cette sorte de... Ah oui, j'avais... Bon, regardons l'image. Donc là, je vous ai retracé le parcours chronologique et aussi géographique. Donc voilà à quoi ressemble cette image des frères Leblond. Donc on peut voir qu'elle est organisée de la même manière. La francisation de l'œuvre est aussi très importante, puisqu'on voit là par exemple aux trois petites têtes qui dépassaient et qui n'avaient pas été nommées, arrive Saint-Louis qui prend la place tout seul. Donc par contre, l'œuvre est beaucoup plus petite que l'œuvre de l'Armeçin, ce qui laisse penser qu'elle n'était pas destinée à prendre place dans une église, mais qu'elle était plutôt réservée à un usage domestique. Alors ce type d'image, en tout cas les images populaires créées à Orléans et d'autres, étaient plutôt réservées à un usage domestique qui était installé en tour de lit ou de cheminée. Donc ces images remplissaient un rôle à la fois décoratif, mais également très pieux. Et finalement, ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est cette espèce de retour aux origines, sans même que les frères Leblond n'en aient été conscients. Si je puis dire, la boucle est bouclée, puisque les frères Leblond, par le format qu'ils imposent à leur œuvre, la rapprochent du format de l'œuvre originale du Titien, mais également par la technique, puisque l'œuvre du Titien était une gravure sur bois, et l'œuvre des frères Leblond également a été réalisée sur bois. Alors, malgré toutes les différences que nous venons de voir, il faut également remarquer la pérennité de certains motifs sur ces images. Donc, le schéma général de la composition, on l'a vu, est scrupuleusement respecté dans les deux images qui copient l'œuvre du Titien. Mais il faut se rappeler que Titien lui-même copiait ou s'inspirait d'autres artistes, de certains chefs-d'œuvre de la Renaissance. Il ne faut pas oublier qu'il est très jeune lorsqu'il réalise son triomphe, qu'il est encore en formation, qu'il copie les œuvres qu'il admire. Donc dans son cas, on peut véritablement parler d'une copie qui est consciente. 200 ans plus tard, les graveurs parisiens ou orléanais qui copient Titien vont par conséquent également copier d'autres œuvres, d'autres artistes. Sauf qu'évidemment, de cela, ils n'en sont pas conscients. Donc j'ai pris quelques exemples. On peut faire un rapprochement entre le groupe d'Adam et Ève du Titien avec la fameuse... c'est un bout de fresque, un morceau seulement, d'Adam et Ève, Chassés du paradis, réalisé par Masaccio. Donc s'il ne fallait retenir qu'une seule œuvre des débuts de la Renaissance, je pense que celle-ci figurerait parmi ces œuvres qui ont été absolument fondamentales, qui ont marqué les artistes. Et je trouve ça assez intéressant de voir que quasiment, 300 ans plus tard, ces œuvres se retrouvent. Alors évidemment... Sur l'œuvre d'Orléans, Ève a légèrement changé d'apparence. La musculature est assez exacerbée. Bon, voilà. Les feuilles de vigne deviennent des espèces de fourrés. Enfin, c'est très... Faut vraiment se rendre compte, et je vous invite aussi à aller voir cette œuvre qui est aussi présentée dans l'expo, c'est que la gravure sur bois ne permet pas véritablement de belles subtilités, contrairement à l'œuvre de l'Armeçin. Alors là, dans le cas de Titien, on est face à une œuvre sur bois, mais en même temps, le Titien a une maîtrise absolument parfaite de cette technique. Également, une des sibylles, qui s'appelle la sibylle d'Érythrée, qui a pu être inspirée par une des figures qui se trouve dans le Parnasse d'Andrea Mantegna.
On peut assez facilement imaginer que Titien s'est inspiré d'Andrea Mantegna, rien que par le fait d'avoir constitué un triomphe du Christ. Il faut savoir que le thème du triomphe, et c'est ce qui est développé dans l'exposition, va véritablement s'imposer en fait dans les arts à partir de la Renaissance. La Renaissance étant férue d'antique et se tournant vers ces types de célébrations et de représentations. Il faut se rappeler qu'Andrea Mantegna a réalisé je pense, une des plus gigantesques et des plus ambitieuses reconstitutions d'un triomphe romain en se penchant sur plusieurs sources, et que Titien, lui, justement, en composant son triomphe du Christ, s'insère dans cette continuité, dans cet intérêt que les hommes de la Renaissance ont pour l'Antiquité et en l'occurrence pour le triomphe. Donc Titien regarde Mantegna, donc il n'est pas impossible qu'il ait aussi regardé cette œuvre. Là aussi, on voit la pérennité du motif. Pour finir, on peut aussi, en tout cas certains spécialistes ont aussi fait un rapprochement entre le Laocoon, donc là on remonte vraiment aux origines, donc on est à la période hellénistique, vers 40 avant Jésus-Christ. Cette figure, ce groupe sculpté aurait pu inspirer le Titien pour représenter Abraham. Il faut savoir que ce groupe sculpté avait été mis à jour à peu près à cette période, au tout début du XVIe siècle. Et là, la continuité est assez extraordinaire de voir que d'une figure antique qui peut se retrouver sur une image populaire réalisée à Orléans en 1740. En tout cas, je crois que ce qui est assez intéressant dans ces différents processus de copie, c'est faire la différence entre copie consciente et inconsciente et de voir la pérennisation des motifs à travers le temps. Voilà, je vous remercie.